mesdames, bonjour messieurs. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au premier Afterwork Énergie de la HCSSO Valais. Vous savez peut-être ou vous ne savez pas que la HCSSO a 3 axes prioritaires de recherche pour l'ensemble des instituts. L'énergie est l'un de ces axes et il y a aussi à côté des axes de la santé et du tourisme. L'axe énergie, qui est coordonné par Cécile Munch, professeure en énergie hydraulique à la Haute École d'Ingénierie, met sur pied un cycle d'événements sous l'appellation Afterwork Énergie. Et nous sommes heureux de voir une salle, somme toute, assez remplie pour ce premier événement. Notre intention est d'organiser 2 événements par année de ce type, à chaque fois sur une thématique d'actualité du domaine de l'énergie. Ces événements se dérouleront soit à Sierre, soit à Sion, en principe toujours en fin d'après-midi. Nous avons voulu mettre ces événements sous le signe de l'ouverture. Ouverture avec l'invitation des personnes intérieures à l'école et puis aussi des personnes professionnelles de l'extérieur. Mais ouverture aussi à travers des discussions entre les participants à la fin des présentations, mais aussi pendant l'apéritif garni qui va suivre. Et puis enfin, ouverture aussi par l'invitation à chaque Afterwork Énergie d'un professeur de la Haute École de la HCSSO Valais, d'un chercheur d'une autre institution et d'un représentant du monde industriel. Nous voulons avoir pour chaque événement ce panel qui sera répété à chaque fois. En ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui, intitulé Perspective du Smart Metering, le Smart Metering, c'est un domaine complexe, pas tellement dans ses aspects purement technologiques, mais parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans sa définition et dans sa mise en œuvre. Il y a d'un côté beaucoup d'acteurs, il y a les GRD, les gestionnaires de réseaux de distribution, il y a les fournisseurs d'énergie, il y a les consommateurs eux-mêmes. Il y a aussi la question du cadre réglementaire, notamment de la question du financement, du développement du smart metering. Il y a aussi la question des services du smart metering, notamment les liens avec des choses comme la tarification dynamique, avec la gestion de la charge, avec la relation avec le smart home de manière générale. Il y a aussi les nouveaux acteurs qui peuvent entrer dans ce marché. Swisscom a déjà un pied dedans. Peut-être Google, après un premier essai raté, va peut-être revenir dans ce domaine. Et enfin, il y a aussi des éléments techniques liés aux compteurs, à la communication avec ces compteurs, à l'interopérabilité des compteurs, aux données collectées. Il y a l'influence des nouvelles technologies de l'Internet. Et les 3 conférenciers du jour vont certainement donner leur propre éclairage sur l'un ou l'autre de ces aspects du smart metering. Comme premier conférencier, j'ai le plaisir d'accueillir notre collègue Stéphane Genoux. Stéphane Genoux est professeur à l'école et à la HCSSO Valais. Il est responsable du management de l'énergie à l'Institut Entrepreneuriat et Management. Il a, je vous passe, un CFC d'électricien, un diplôme d'ingénieur HCS, une licence en économie, un master en finance, un master en énergie et encore un doctorat en économie. Et avec ça, il va vous faire, j'en suis sûr, une magnifique présentation sur les différents aspects du smart metering. Stéphane Genoux, à toi la parole. Si le nombre d'années d'études ferait la valeur des hommes, ça ferait la réponse, ça saurait. Donc je vous rassure, c'est pas le nombre d'années qui fait que j'espère vous dire des choses intelligentes et intéressantes ce soir. D'abord, merci d'être là. Le bain est un peu froid. C'est la première fois qu'on organise. Et donc, les épaules sont lourdes parce qu'il faut qu'on ait une réussite ce soir pour qu'on puisse continuer dans une bonne vision stratégique pour ce master. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Ma question, c'était, est-ce que c'est une solution d'avenir? Donc, c'est une perspective plutôt économique sur l'implication du smart meter
de mettre les choses un peu au point et voir un peu les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent dans les différentes approches. Donc la première chose, c'est Smart Netting, c'est quoi? On va faire un petit point sur les bases légales. Je sais que les gens de groupe E vont adapter un tout petit peu ce que j'ai dit, parce que j'ai basé sur les normes de l'AES. Et donc, ce document de groupe E est un peu plus récent, mais on n'est pas loin de la problématique. Le pourquoi, qui va payer, les recommandations d'Ofen, un travail qui a été fait par, entre autres, la Crème, sur en particulier Smart Meter et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la suite. Est-ce que ça marche? Le lien avec toute la partie d'habitation, en fait, le Smart Home, et puis est-ce qu'à la fin c'est rentable et qu'est-ce que ça permet de faire comme économie? Je passe sur le détail en fait de ce que c'est exactement, mais en gros, en fait, c'est un équipement qui permet de faire de la mesure détaillée. L'objectif, c'est il y a une directive européenne en fait qui a été mise en place, qui définit en fait ce que c'est exactement le smart metering. C'est un instrument qui permet de mesurer à distance ou non, donc de récupérer des informations à distance ou non, accessible à l'utilisateur sans outils, et pour la détermination d'un montant à s'acquitter par rapport au coût en fait de la mise en œuvre de ces équipements. L'objectif en 2020, 80% des ménages équipés. 2020, on est en 2015, 5 ans, donc il y a du job. Hein. La directive dit les États peuvent créer un ou des fonds. Le peuvent, en gros, c'est on ne fait pas, on attend que les autres payent pour nous. Donc en gros, c'est pas gagné pour qu'on arrive réellement dans les 2020 d'avoir 80% des ménages équipés. Je me réjouis d'entendre le groupe pour savoir combien de ménages sont équipés. Je ne sais pas si c'est 80%, ce serait génial. En tout cas, je sais qu'ailleurs, il y a un peu actuellement, donc il y a 5 ans, il faut y aller. On se lève sûrement un peu tard ce matin pour qu'on puisse arriver à atteindre ces objectifs. Ce qui est sûr, c'est que les bases légales aujourd'hui en Suisse sont encore très floues. En gros, on ne sait pas trop en fait, on a une vision. Vous savez que dans l'ouverture des marchés d'électricité, la branche, c'est-à-dire les électriciens, fixent à peu près toutes les directives de détail sur la problématique, et ils en ont fixé une en fait, qui est en référence dans le document, vous pourrez accéder, qui dit en gros, en résumé, il est nécessaire de fixer relativement clairement dans les domaines de visualisation, qu'est-ce qu'on veut voir, de tarification, qu'est-ce que ça coûte, de l'unbundling respectivement qui va en fait respectivement l'influence du comportement des consommateurs sur les clients finaux. On verra en fait que c'est un enjeu stratégique parce que l'équipement en soi tout seul ça sert à rien. Il faut qu'il y ait un accompagnement parce que dès qu'on a l'équipement, il n'y a pas la tendance d'économie qui reste. La visualisation, le feedback du client, le financement et la protection des données qui est un point vraiment important, en particulier sur la protection des données de mesure. À chaque fois qu'on travaille dans les outils, dans les demandes d'information, et en particulier chez les GRD, on doit évidemment toujours signer une charte de confidentialité pour que ces données restent dans nos laboratoires qui ne partent pas en fait dans le public. Mais en gros, c'est seuls les acteurs de marché qui ont réellement besoin peuvent récupérer des données. Donc ce n'est pas du public, entre guillemets. Les autorités sont également autorisées à prendre connaissance des infos, donc l'État se réjouit de pouvoir utiliser les smart meters pour aller voir en fait comment les consommateurs consomment, donc il y a une possibilité de récupérer, c'est quand même intéressant. Et l'utilisateur du réseau en tant que propriétaire des données de mesure peut autoriser d'autres personnes à faire. Donc on voit qu'il y a une protection, mais c'est assez logique parce que si vous regardez la courbe de charge de moi par exemple, vous pouvez savoir à quelle heure je me lève et à quelle heure je vais au lit. Donc c'est quand même des informations que je ne voudrais pas nécessairement que mon voisin sache exactement, ou mon pire ennemi, ou mon meilleur ami en fait puisse savoir qu'est-ce que j'ai comme vie. Et donc c'est des informations qui sont assez stratégiques. Je sors de mon cours à mes économistes et mes ingénieurs sur le marché de l'énergie, et c'est vrai que quand vous regardez la courbe de charge d'un client, alors là pour moi c'est pas très important, mais pour un client industriel par exemple, vous pouvez en gros faire la corrélation avec son évolution du chiffre d'affaires et de ses bénéfices en regardant sa consommation. Évidemment, l'électricité, on l'utilise partout, donc si on peut voir la consommation d'un industriel, effectivement, vous pouvez voir s'il est en bonne ou en mauvaise santé. Donc on comprend pourquoi c'est stratégique. Ce qui est prévu en fait par la branche, c'est au cœur, c'est le compteur d'énergie. Donc on ne doit pas imaginer pouvoir avoir une métrologie qui soit rajoutée par rapport au système existant pour facturer l'électricité. Donc ça, c'est vraiment ce que la branche préconise, c'est même en fait les directives européennes qui préconisent. Donc il faut des compteurs intelligents. La clé, c'est de se faire comment je peux communiquer avec ce compteur intelligent. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'il y a pas mal de compteurs, ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes protocoles. Quand vous mettez en place un EDM chez un client, ce qui m'arrive à l'aéroport de Genève par exemple,
ben, en fait, de pouvoir récupérer les protocoles de données des différents compteurs, eh ben, il faut se lever aussi plus tôt que ce matin, parce qu'ils ont à peu près tous un protocole différent, et puis si ce n'est pas mis en place dans le DM existant, ben, en fait, vous avez de la peine à remonter ces informations. Le lien, la difficulté, c'est d'arriver à communiquer avec ces compteurs autres qu'avec le fournisseur d'électricité. Évidemment, les fournisseurs ont l'habitude d'avoir des compteurs d'énergie, c'est grâce à ça qu'ils peuvent facturer la facture d'électricité, mais on est sur des cadences qui sont totalement différentes de ce qu'on aimerait bien avoir quand on parle de smart meter. Les cadences en général, on en parlera, c'est le lendemain, ça ils savent faire facilement. Par contre, du online, c'est compliqué, donc il doit vraiment avoir un lien en direct de communication, et ça c'est vraiment l'enjeu, c'est des protocoles de données qui sont ouverts, qu'on peut réellement récupérer pour communiquer. Aujourd'hui, en fait, vous avez deux catégories de clients. Il y a ceux qui ont accès aux données de consommation et ceux qui n'ont pas accès. Ceux qui ont accès, en gros, c'est ceux qui ont le droit de partir sur le marché de l'électricité. Donc tous ceux qui ont le droit de partir et de mettre en concurrence son fournisseur historique, en général, ils ont accès à quoi? Courbe de charge 1 kWh, courbe de charge 1 kWh, et ils l'ont en général le jour suivant. Ça, c'est la norme, c'est l'AES qui fixe ce règlement-là. Et puis les autres, ceux qui veulent, ben, il faut qu'ils payent. Et alors le montant, ça dépend un petit peu de ce qu'on a. Même ceux qui ont le droit à accès, il faut qu'ils payent un petit quelque chose. Mais ça ne coûte pas très cher en fait. Quand vous êtes un client éligible, que vous voulez partir sur le marché, la courbe de charge, en fait, elle ne coûte pas grand-chose si on veut la commander. Mais en fait, on voit qu'on n'est pas dans du vrai smart meter, parce qu'on est plutôt dans du bilan un jour après de la consommation d'énergie que j'ai fait. Donc on est sur quelque chose qui est un petit peu, je dirais, passéiste. Donc la visualisation des données, et ce qu'on aimerait bien, quand je dis on, c'est ceux qui travaillent sur de la facturation directe en online et puis de la visualisation de la consommation pour faire un point sur la consommation qu'on a actuelle. On aimerait bien que ça passe tout par Internet puis qu'on puisse échanger. Ça, c'est le monde idéal, mais on est encore relativement loin de ce monde idéal. Alors, pourquoi faire en fait le smart meter? Donc ça, c'est la vision en fait en général de l'AES, c'est on veut enregistrer une courbe de charge. C'est important pour les marchés d'électricité, la courbe de charge est clé pour la facture d'électricité. Si vous avez une courbe de charge, vous pouvez savoir en fait combien vous avez consommé, donc déterminer en fait la facture d'électricité. Ces compteurs Ferrari qu'on voyait encore qui tournaient, où on avait une heure dans la journée, enfin une plage horaire la jour et une plage d'horaire la nuit, plus un facteur de puissance, aujourd'hui c'est fini, donc la courbe de charge est un paramètre clé, et c'est normal que c'est la première ligne parce que les distributeurs ont besoin de ça pour facturer l'électricité. On a besoin des statistiques concernant l'état du réseau. Donc là, on est sur la stratégie de dire est-ce que mon réseau est propre, est-ce que j'ai des micro-coupures, est-ce que j'ai des harmoniques. Donc on voit que c'est déjà un élément qui sert en fait à visualiser et analyser la qualité du réseau. On est sur des modèles tarifaires variables pour avoir toute la problématique de la tarif dynamique, je vais en parler brièvement après. C'est adapté aux clients qui ont plus de 100 GWh, ceux qui ont le droit de partir sur le marché. Il faut des interfaces standards. Il faut pouvoir enclencher et déclencher des appareils à distance. Vous vous souvenez tous, pour ceux qui ont des chauffe-eau ou des chauffages électriques à la maison, cette fréquence qu'on entendait quand on regardait la télévision à 8 heures, c'était en fait le chauffe-eau qui se déclenchait ou qui s'enclenchait. En fait, c'est le mécanisme qu'on reprend dans une approche, c'est plus la télécommande. Avec des bus de fréquence, on est sur des appareils qui peuvent le faire. Et dans l'idéal, c'est de pouvoir commuter aussi avec la maison. Mais il ne faut pas oublier que le but final en soi, c'est soit faire des économies d'énergie, soit améliorer la consommation. Le reste, en fait, ça ne sera probablement pas soutenu par l'Office fédéral de l'énergie si on n'a pas ces deux objectifs-là qui sont remplis. Parce qu'on est dans le cadre de la facturation, il faut vraiment qu'on ait vraiment la capacité de suivre la consommation pour économiser l'énergie. Qui paye? Donc aujourd'hui, celui qui paye, en fait, il n'y a pas de loi, donc celui qui paye aujourd'hui, c'est celui qui demande les données. Par contre, la question, est-ce que ce sera dans le timbre, c'est-à-dire dans le transport et donc en monopole, et donc pris en charge par les distributeurs et refacturé aux clients? Donc en fait, vous n'avez pas le choix de payer, parce que vous l'avez d'office, c'est pris en charge dans le timbre. Ou bien alors c'est pris en charge dans l'énergie, et dans l'énergie, ben, à ce moment-là, c'est en fonction du contrat de fourniture que vous avez avec votre client, ben, vous payez ou pas, si le contrat est prévu d'avoir. En général, de toute façon, la courbe de charge est obligatoire, mais par contre, le smart meter et la consommation online, elle peut être effectivement adapté en fonction de ce que l'Office fédéral de l'énergie va décider sur la LAPEL 2. En gros, probablement c'est la LAPEL 2, donc la révision de la LAPEL qui est la loi qui fixe l'ouverture des marchés d'électricité, qui va nous fixer en gros qui c'est qui va payer en gros le smart meter et si on considère que c'est stratégique pour pouvoir le mettre en œuvre. L'OFEN alors a mandaté entre autres le CREM pour réfléchir là-dessus et a fixé
En gros, quelques recommandations. Il faut un financement garanti. Il faut définir le rôle. Qui c'est qui s'en occupe? Il aimerait bien, dans l'idéal, que ce soit le GRD qui s'occupe du smart meter. Donc, encore une fois, on revient sur le monde de l'électricité. On demande une standardisation de tout ce qui est accès aux données. On veut garantir la sphère privée, donc on est aussi à peu près dans les mêmes. On aimerait bien des fonctions minimales. On définit en fait ce qu'il faudrait. On aimerait bien adapter les exigences métrologiques pour pouvoir en fait récupérer ces informations-là, permettre de faire un découplage de factures et un comptage, de marquer l'électricité. Et ça, c'est aussi important. Aujourd'hui, quand vous achetez du courant électrique, en général, l'électron que vous achetez, il a une couleur grise, puis vous pouvez y mettre une couleur, la peindre en fonction de vos volontés. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on commence à avoir des impacts sur l'énergie, et puis d'avoir des informations en disant, vous avez consommé tel type d'énergie, et qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté du bleu, donc hydraulique, ou du solaire, ou du photovoltaïque, du biogaz ou de l'éolien, et donc c'est un peu l'objectif de l'OFEM. Ils ne voudraient surtout pas que ce soit une machine très chère au niveau administratif. Ils imposent que les consommateurs, ils aimeraient bien que les consommateurs aient accès. Ils voudraient bien qu'on ait des compteurs intelligents qui soient équipés d'interfaces. Ils aimeraient bien promouvoir des solutions différenciées et élaborer des indicateurs, en particulier pour les collectivités publiques. Donc ça, c'est ce que l'OFEN voudrait bien. Puis quand l'OFEN veut, ben en fait, si l'appel 2 et les consultations qu'on a aujourd'hui sur l'appel 2 ne respectent pas ces conditions-là, probablement ils ne vont pas financer, ou en tout cas ils ne vont pas autoriser de prendre en charge la partie smart meter dans la partie du timbre, et donc ce sera en fait au choix de celui qui paye. Donc c'est quand même important qu'on réfléchisse à ces conditions-là. Ils constatent souvent que l'interface homme-machine est très difficile. Quand vous voyez ça, moi je m'amuse avec ces graphiques parce que c'est mon métier, donc je sais les lire. Mais quand je montre ça à ma maman qui a 80 ans, imaginez juste ce que ça représente, elle est souvent complètement perdue. Et donc le lien homme-machine, souvent, il est un peu distant. C'est conçu par des ingénieurs, souvent pour des ingénieurs. Et puis quand vous mettez un consommateur là au milieu, c'est souvent un peu compliqué d'arriver à comprendre. Le feedback, je passe au tableau, moi j'ai pas le temps. En gros, on peut imaginer que c'est entre 10 et 20% d'économie sur la facture d'électricité, à condition. Et là, il y a un bon travail que j'ai mis en référence, qui est lié en fait, qui a fait un peu une revue littérature des résultats qui ont eu lieu au niveau énergétique. Alors, le feedback semble être efficace. J'aime bien le semble parce que ils n'ont pas de certitude. Il y a pas mal d'hypothèses qu'ils ont dû faire pour montrer qu'il y avait une efficacité, mais semble être efficace. Ce qui marche le mieux, c'est l'accompagnement du feedback. C'est pas laisser les gens uniquement avec les données, ça sert à rien. Il faut donc les accompagner. Il faut faire des team building, il faut faire des éco-teams. Il faut donc les accompagner dans la réflexion. Et donc là, on reviendra sur les coûts, c'est des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour que ça marche, qui coûte relativement cher. L'information seule n'est pas vraiment efficace. Et puis, en fait, les récompenses, ça marche. Enfin, tant que vous donnez des récompenses, ça marche, puis dès que vous arrêtez, il y a tout qui tombe à l'eau. Donc c'est quand même pas mieux parce qu'il n'y a pas de vision à long terme, et ça ne marche pas à long terme. Il propose de vraiment travailler sur les comportements et sur la motivation. Et là, tout d'un coup, c'est là que c'est difficile parce que c'est plus une machine. En fait, c'est une machine qui sert à des hommes, et que si on ne tient pas compte de l'approche humaine et des comportements humains, et ben en fait la machine ne marche pas en gros. Donc mettre un indicateur quelque part dans un projet, dans un quartier durable où ils ont été équipés de smart meter, on voit qu'en fait il y a 10% des gens qui consultent la chose, mais s'il n'y a pas en fait vraiment une motivation pour faire quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Donc ils disent vraiment comportement, regardez comment ça marche, regardez les facteurs de motivation, regardez les opportunités, les perceptions en fait des gens. Ils disent vraiment qu'il faut travailler sur une équipe multidisciplinaire, parce que si c'est uniquement le GRD qui vient faire des propositions, ça ne fonctionne pas. Puis ils disent qu'il faut vraiment axer sur les possibilités de changement de comportement. Donc on est dans le psychologique. Donc quand on parle de smart meter, on est dans le consommateur. Moi, avec Jean Siège, je l'appelle l'abruti de consommateur. Mais en fait, cet abruti, s'il ne comprend rien, ben, c'est vraiment un abruti. Donc il faut qu'on puisse l'accompagner dans sa réflexion pour lui montrer à quoi ça sert. Et c'est comme ça que ça marche. Si on fait uniquement l'indication, ça ne fonctionne pas. Ou mal. Je fais un petit bilan au niveau des tarifs dynamiques. On est à peu près dans la même approche. J'ai fait une étude il y a quelques années sur les résultats par rapport aux tarifs dynamiques sur les marchés américains. C'est à peu près la même approche. Il y a aussi des économies. Voilà, il y avait plus de 10% parce qu'on était aux États-Unis, puis ils y vont pour le gaspillage. Donc on a un petit peu moins de 10% sur les projets européens. Et puis on voit que la plupart des résultats marchent sur les déplacements des pointes, peu sur la consommation d'énergie. On a même vu des choses terribles où on consomme plus d'énergie parce qu'on met en place de tarifs dynamiques. Vu que c'est le meilleur marché, ben allez-y, on y va. En gros, guillemets, on n'éteint pas l'éclairage la nuit quand on va au lit. De toute façon, je ne paye rien, donc ça ne vaut pas la peine de l'éteindre.
Et puis en fait, la tarification en soi ne marche pas, il faut un système d'accompagnement, comme la partie smart meter, donc il faut intégrer le consommateur, il faut le mettre au centre du problème et c'est comme ça que ça marche mieux. Au niveau du home automation et du smart home, alors le lien entre le smart meter et la partie métrologie et ce qu'on a chez les clients, c'est quand même compliqué. Parce que les GTC, les gestions techniques centralisées, du Siemens, il y a du Saya, il y a enfin des marques que je ne vais pas tous les citer, mais déjà entre eux, ils ne sont pas très compatibles. Donc pouvoir faire le lien entre les commandes d'éclairage, de store, de pouvoir piloter tout ça et mettre le smart meter au milieu, il faut se lever alors aussi plus tôt que ce matin. On a un gros souci, c'est la durée de vie, parce que mon smartphone que j'ai dans la poche, il dure 4-5 ans, c'est déjà pas mal. Et puis, si jamais la marque n'existe plus, ben, elle est plus soutenue. Alors, dans vos maisons respectives, allumer et éteindre l'éclairage avec un bouton poussoir, ça marche bien. Mais si ça passe par un ordinateur et qu'il n'y a plus personne pour l'entretenir, ben, on ne peut plus éteindre l'éclairage et c'est quand même ennuyeux. Moi, j'ai une résidence relativement cossue qui a été faite par un fabricant belge. Donc, tout est commandé par des systèmes automation, ben, ça ne marche plus. Donc, en fait, il faut trouver des solutions. C'est de mettre des relais à des endroits parce qu'en fait, il n'y a plus personne pour l'entretenir. La société a fait faillite, elle n'existe plus. Alors qu'interrupteur, le bon vieux interrupteur bascule, dans 20 ans, ils seront toujours là, ils marchent quand même. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Le service après-vente, la même chose pour le smart meter. Le lien, en fait, c'est important. Ça coûte cher, c'est pas donné. Donc on l'observe en général que dans les résidences cossues. Et malheureusement, c'est ceux qui savent souvent les moins bien utiliser. Encore une fois, les gens riches ne savent pas nécessairement mieux utiliser l'énergie que les autres. Il vaut mieux partager avec son fournisseur. J'ai l'exemple d'une banque privée qui m'a demandé de s'occuper pour réduire, pour changer sa GTC. Hein. Ça a coûté 600 000 francs uniquement parce qu'il était fâché avec un des fournisseurs. Donc on voit qu'on est dans des approches où la durabilité du processus est quand même compliquée. Financièrement, ça peut coûter de l'argent, même plus cher après que l'investissement qui est lié nécessairement. Est-ce que c'est rentable ? C'est l'exemple de mon quartier durable dans le canton de Vaud. Hein. Ça a coûté, alors j'ai en gros 4000 kWh, c'est un ménage normal, machine à laver, mais pas de chauffage électrique, c'est la consommation. En gros, une économie possible, là je suis déjà optimiste à 20%, on est plutôt moins en général, on imagine gagner 160 francs par année. Ce que ça a coûté, et là je précise, c'est un système qui n'est pas sur le compteur d'énergie. Donc il a fallu remettre toute la métrologie dessus, donc ça coûte quand même de l'argent. Le message, c'est qu'il ne faut surtout pas développer des systèmes en parallèle parce qu'on ne s'en sort pas au niveau du coût. Ça a coûté 3 000 francs par appartement. Donc la métrologie, la mise en œuvre, le petit écran, la totalité. Hein. Donc il y a 200 appartements qui ont été équipés avec cette métrologie. Donc imaginez combien d'investissements qu'on a fait. Un temps de retour de 18 ans. L'écran, il ne tiendra jamais 18 ans. Les sensors, probablement. L'automate, ça m'étonnerait. Ça veut dire que c'est impossible de rentabiliser la solution. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur des solutions qui soient partagées. Et c'est pour ça que la vision de l'AES, de mettre au milieu un compteur d'énergie qui lui s'occupe de la partie métrologie et que les autres services viennent uniquement se connecter pour faire des échanges avec, à mon avis, ça c'est vraiment la solution. En résumé, mon collègue Dominique a parlé de Google, s'est retiré il y a quelques années en arrière. Ils y reviendront peut-être, mais la conclusion de Google, c'est de dire que c'est une affaire de professionnels. Ben, Google, quand même, c'est des pros, mais c'est quand même une affaire de professionnels. Donc, on est dans du réseau, on est d'abord dans la métrologie réseau, et puis c'est seulement à travers ce canal-là que ça fonctionne. Ce n'est pas possible de développer aujourd'hui, d'une manière rentable, des systèmes de métrologie qui sont en fait en parallèle des compteurs d'énergie. C'est difficilement rentable. Sauf pour les très grands clients, évidemment, mais en tout cas pour les clients de base, ce n'est pas possible. Alors, surtout sur le but est de faire des économies d'énergie. Parce que moi j'aime bien jouer avec tous ces appareils qui me montrent comment je consomme, la vitesse de ma voiture, tout ça. Mais en fait l'idée c'est que ce soit faire face des réelles économies et ça c'est pas gagné. L'approche pluridisciplinaire c'est indispensable. Il faut co-créer les informations mises à disposition des consommateurs. Donc il faut leur demander ce qu'ils ont besoin, il faut les mettre au centre, il faut leur dire mais quelles informations on pourrait vous donner pour améliorer votre consommation. Si on le fait de notre côté, les techniciens, on se plante. Parce que les gens, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas la tête comme on a la nôtre, donc c'est très important de les intégrer. Assurer un financement quand le consommateur est pas motivé à payer le système. Ben en fait, si vous leur demandez de payer, en gros, ils disent non. 3 000 francs, il y a très peu de gens qui s'intéressent, à part moi, par exemple, qui m'intéresse à la solution, mais les gens ne font pas. Et puis, il faut vraiment prévoir un système de service après-vente et des coûts d'exploitation intégrés dès le début. Pas croire que l'investissement initial, c'est l'investissement final, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui doit se dépenser après si on n'a pas un système qui est bien pensé depuis le début. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question pour Stéphane Genoux?
toujours la première, la plus difficile. Oui, Luc. Là, si tu parles de smart meter, par exemple, sur ton quartier aussi, dans le canton de Vaud, il y a aussi une question de fréquence d'échantillonnage. On parle de la fréquence d'échantillonnage, ça va être 1 seconde, 1 minute, 10 minutes, 15 minutes. En général, les distributeurs d'électricité, c'est au quart d'heure parce que c'est la granulométrie facturable, donc ils sont rarement inférieurs. On va écouter l'expérience de Groupe E pour voir ce qu'ils en ont, mais les compteurs, en général, sont calibrés au quart d'heure. Le cas du quartier durable, je suis à la minute. Alors, Francesco, mon assistant, n'est pas là. Ça fait juste 2 semaines que son ordinateur tourne pour remonter la base de données SQL de minutes pour les 250 appartements. Parce qu'on a 7 mesures en online sur le site. Bon, il n'a pas le PC dernière génération, évidemment, mais les bases de données commencent à être gigantesques. On est dans du big data et c'est quand même un peu compliqué. Donc, je pense que stratégiquement, donner l'information à la minute, c'est intéressant, mais stocker à la minute, à mon avis, c'est vraiment du luxe. Une autre question? Je voulais savoir, vous avez dit que 80%, c'est-à-dire il y aurait 80% d'installations en 2020, mais ça c'est au niveau européen. Ouais. Au niveau suisse, ce ne sera pas avant 2030. Ouais. Alors, je sais 80% pour 2025. C'est ce qui figure dans les derniers documents de votre famille. Il y a du job. 10 ans. On n'est pas. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes. J'aurais dû vous entendre, mais vous êtes à combien si c'est pas discret? Le but, c'est pas de faire du rollout, j'en parlais tout à l'heure. Mais, enfin, c'est comme les émissions de CO2. On peut espérer qu'on réduise nos émissions de CO2, mais on n'y arrivera pas, on sait d'avance. Donc la taxe sur CO2 va augmenter à 120 francs la tonne, c'est une règle. Voilà. Mais je pense qu'on est à peu près dans la même tendance, c'est que c'est des vœux pieux en sachant qu'on n'arrive pas à les atteindre. Il faut mettre des moyens s'il n'y a personne qui les met. Enfin, je pose cette question parce que bon, moi j'ai travaillé dans l'éolienne et le solaire au niveau européen. Les Européens, quand je les rencontre, ils disent bon là-dessus, vous avez 10 à 20 ans de retard sur l'éolien et le solaire. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on va perdre aussi dans ce... Ça va être l'objet un peu tout à l'heure, je pense. Hein. Les fournisseurs sont européens, hein, donc il n'y a pas que l'ONICJ en fait. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites en Europe. On en parlait 2 mots tout à l'heure. Il y a des millions de compteurs qui ont déjà été achetés sur cette planète, qui sont des compteurs présumés intelligents. Ça reste encore à être démontré. Oui, parce que alors, vendu comme intelligent, j'en ai plein, mais installé comme intelligent et remontable sur un EDM réellement, alors là, il faut se lever aussi tôt ce matin. J'ai eu de la peine sur un des sites, c'était vraiment compliqué. Puis ça marche pas bien. Dans du CGF, ça marche bien. Je ne fais pas de la pub pour eux. Et il y a beaucoup de fournisseurs qui... Mais alors, je ne dirais pas l'autre qui ne marche pas. C'est pas le but. Alors, une question, à vous la parole. Une remarque, j'aimerais juste dire que ce que vous présentez aujourd'hui, c'est déjà en route depuis le 1er janvier 2015. Donc j'installe des panneaux solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être le Coastal Solar Next Generation, où on commence à installer chez nos clients la lecture de la consommation interne. Donc c'est quelque chose qui est déjà en route. Donc les 80% demain ou après-demain, moi j'y crois en tout cas au niveau du solaire, ça commence vraiment maintenant. Donc pourquoi quand quelqu'un qui pose une installation solaire reçoit 30% d'aide financière? Ensuite, s'il met son énergie sur le réseau, vous la savez mieux que vous savez ça mieux que moi, c'est revendu à un prix dérisoire à 6 centimes le kilowattheure. Donc il a tout intérêt à autoconsommer le plus possible. Alors le client nous dit, mais Monsieur Rossier, qu'est-ce que je fais pour autoconsommer le plus possible? On vous met des senseurs dans le tableau électrique, on vous met les onduleurs nouvelle génération et vous allez pouvoir lire votre autoconsommation. Donc ça se fait aujourd'hui, ça commence maintenant. Chez le petit consommateur moyen, l'installation solaire demain et le grand après-demain. Mais vous êtes d'accord que ça se fait parce que le compteur officiel qui était déjà là avant ne vous donne pas cette information, donc vous duplifiez ce comptage pour avoir accès à cette information. Alors je vais, comment dire, rester poli, présenter calmement les infos suivantes. Le petit consommateur, à la limite, s'en fout du compteur du moment que lui contrôle ce qui se passe chez lui. Il a une installation solaire, un onduleur, par Wi-Fi et sur son PC, par modem, il peut voir ce qu'il a produit, ce qu'il a autoconsommé,
il va me dire, monsieur Rossier, là j'ai un grand creux, qu'est-ce que je peux faire? Achetez-vous une moto électrique. Là j'ai un autre creux, qu'est-ce que je peux faire? On va augmenter la température de votre boiler avec un corps de chauffe. Puis finalement, ce qui se passe sur le réseau, excusez-moi, il se pose aujourd'hui pas encore la question. Donc si on veut avancer dans ce domaine, il faut aller rapidement informer le consommateur sur le marquage de l'énergie, sur votre énergie, on va vous l'acheter cet après-midi à un prix plus élevé, l'énergie solaire, parce qu'on en a besoin. Pour moi, ça va avec l'implication du consommateur final. Preuve en est les magasins qui se posent de Sierre Énergie, des ESR, Ration ou Acier. Mais aujourd'hui, la démarche d'augmenter la part d'autoconsommation qui est 30% si on fait rien dans une villa à 50%, elle est en route, on la fait tous les jours. Alors je partage votre avis évidemment, des panneaux solaires sur les maisons c'est une superbe idée. Le problème c'est que 80% des Suisses sont des locataires. À partir de là, il ne peut pas décider de mettre des panneaux solaires sur le toit. Oui, la loi vient de changer, donc c'est au début de cette année. Aujourd'hui, des locataires peuvent faire une communauté de consommateurs avec un chef de communauté qui va gérer l'autoconsommation interne. Donc l'énergie va être vendue dans tous les appartements et le surplus qui restera sur le réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu mis sous le tapis, mais qui est connu et su des intéressés qui aimeraient aujourd'hui poser des installations. Mais c'est des bonnes nouvelles s'il y a des lois qui vont dans le bon sens. Ouais. Mais il faut qu'on arrive à développer ça. Aujourd'hui, on voit le nombre de projets qui se font. Ça démarre. Voilà. Alors, merci beaucoup de votre intervention, merci. Et puis merci de votre message. Merci Stéphane. Mais de rien.